Le silence de la nuit s'est brisé. Désormais, les drones murmurent à la renaissance du Burkina Faso. Imaginez un pays où l'obscurité commandait la peur. Pendant de nombreuses années, le nom Burkina Faso évoquait surtout l'oubli, la douleur, l'impuissance. Mais aujourd'hui, le grondement des drones burkinabés fend l'obscurité, comme une promesse d'inédite, et ce, même dans les villages les plus reculés du Sahel. Ce bruit autrefois inconnu est devenu le symbole d'une ère nouvelle. Ce n'est plus la terreur qui règne sur les villages, mais l'annonce d'une riposte. Longtemps relégué au rôle de victime, le Burkina Faso s'est mué en chasseur. Les cibles de la nuit ne sont plus les innocents, mais ceux qui se mettent de la mort sans crainte de justice. Là où le monde voyait un territoire condamné, gronde maintenant une volonté nouvelle, portée par la technologie locale et l'ardeur d'un peuple soudé. Pour mesurer la portée de ce basculement, il suffit de se souvenir de l'Afghanistan au début du XXIe siècle, lorsque les drones américains ont changé le visage de la guerre. Mais ici, la technologie n'est pas venue d'un empire lointain. Elle a été adaptée, personnalisée, bricolée par des ingénieurs burkinabés, parfois formés dans des universités locales, parfois autodidactes, réunis dans de petits ateliers de Ouagadougou ou de Bobo Dioulasso. Cette capacité d'innovation rappelle celle des Vietnamiens pendant la guerre d'Indochine, qui transformaient des bicyclettes en camions de ravitaillement. Ce que l'Occident refuse d'admettre, c'est que cette guerre n'est pas un chaos, mais une reprise en main. Derrière chaque vol de drone, il y a des stratégies forgées sur le terrain, des citoyens mobilisés, une armée qui apprend et s'adapte sans attendre que l'aide vienne d'ailleurs. Le vieux récit de l'Afrique dépendante s'effrite. Ici, le Burkina Faso trace une voie de souveraineté inédite. On voit réapparaître l'esprit des comités de défense de la Révolution des années 80, mais cette fois, il s'incarne non pas dans la doctrine, mais dans l'innovation technologique. Le véritable danger pour nous n'est pas seulement d'ignorer cette révolution silencieuse, mais de rater la leçon essentielle qu'elle incarne. La puissance naît là où la solidarité brise l'isolement, où l'audace collective supplante la résignation. Refuser de voir ce qui se joue au Burkina Faso, c'est accepter l'aveuglement face à l'émergence d'un modèle nouveau de résistance, de modernité et de dignité. C'est ignorer que, comme à Cuba lors de la crise des missiles, les petits pays peuvent infléchir le cours de l'histoire mondiale. Mais comment ce basculement est-il devenu possible et à quel prix ? Pour comprendre, il faut revenir aux nuits d'avant, quand la peur dictait encore chaque geste. Imaginez une famille, dans un village isolé près de Marcoy, qui chaque soir empilait des meubles contre la porte, redoutant le bruit des motos, signe annonciateur d'une attaque. Des enfants qui n'osaient même plus rêver à l'école. Des femmes qui, chaque matin, comptèrent les absents. Octobre 2025. Le vent tourne enfin au Burkina Faso. Jusqu'à cette nuit-là, le nord du pays n'était qu'une succession de villages meurtris, hantés par des années d'attaques terroristes. Dori, Djibo, Yamba. Ces noms résonnaient comme des avertissements, alors que les convois ennemis traversèrent la savane, brûlant tout sur leur passage, insaisissables avant même qu'un cri n'alerte les voisins. À Djibo, par exemple, la route principale était devenue impraticable. Les camions de vivres étaient régulièrement braqués ou incendiés. Sous la menace, la vie se repliait dès la tombée du jour. Les portes claquaient, les rues se vidaient, et l'armée semblait paralysée, incapable de défendre ses propres frontières. Le pays, enclavé, vivait dans l'ombre d'une guerre invisible, condamné à subir un cycle sans fin de peur et d'impuissance. Même les marchés étaient désertés. L'économie locale s'effondrait, tout comme le moral. Mais ce mois d'octobre-là, un grondement nouveau a déchiré le silence, celui des drones. Ces oiseaux d'acier venus du ciel ont marqué la fin de la résignation. Pour la première fois, l'armée burkinabé refusait d'attendre l'aide étrangère ou de subir la fatalité. Les frappes, précises et calculées, tombaient d'en haut, guidées par des renseignements locaux et le courage des volontaires pour la défense de la patrie. Prenons l'exemple du 10 octobre 2025. Ce soir-là, un convoi de pick-up lourdement armé s'apprêtait à attaquer un poste militaire près de Djibo. Grâce à la veille d'un groupe de jeunes du village qui avaient appris à utiliser des radios artisanales, le signalement est transmis à l'état-major. Moins d'une heure plus tard, 2 drones survolent la zone, identifient tout le convoi, et une frappe chirurgicale neutralise la menace. Aucun soldat burkinabé n'a eu à risquer sa vie lors de cette intervention. Les terroristes, jadis invisibles, ont été traqués, identifiés, ciblés. L'armée n'a pas seulement utilisé la technologie, elle l'a façonnée à son image, adaptée aux réalités du terrain. De jour comme de nuit, soldats et volontaires avançaient ensemble, reliés par l'œil vigilant des drones. La communication était instantanée, la coordination inédite, et chaque opération s'appuyait sur l'intelligence du collectif.
Cette logique rappelle celle des maquisards français durant la Seconde Guerre mondiale, où la population jouait un rôle central dans la résistance. Entre octobre et novembre, les victoires se sont succédées, prenant de court même les alliés du Burkina Faso. À Djibo, à Borzanga, à Yamba, des groupes armés ont été neutralisés avant d'agir. Des caches d'armes ont été détruites en silence, les routes vitales rouvertes. Les habitants longtemps cloîtrés ont vu revenir les camions de vivres, et plus fort encore, l'espoir. À Yamba, une école fermée depuis 3 années a rouvert ses portes grâce à la sécurisation du secteur. Mais ce renversement n'est pas le fruit du hasard. Derrière chaque succès, des mois d'apprentissage, d'écoute et d'innovation tactique. L'état-major a accepté de s'inspirer des réalités locales, d'écouter les volontaires, de faire confiance à l'engagement citoyen. La guerre ici n'a pas été que technologique, elle a été humaine, collective, profondément nationale. Les réunions stratégiques impliquent désormais non seulement des colonels, mais aussi des chefs coutumiers et des représentants des déplacés. Ce qui distingue la transformation burkinabé, c'est la fusion entre victoire militaire et renaissance sociale. Pour la première fois, armée et peuple ont parlé d'une seule voix, portée par une souveraineté retrouvée. Face à la stupeur et parfois au silence embarrassé des puissances étrangères, le pays a prouvé que sa victoire était un choix, une révolte contre la fatalité et la marque d'un engagement à se relever. Ce processus rappelle la libération de l'Algérie, où la société entière s'était mobilisée, mais ici, la dimension technologique donne une modernité unique à la lutte. Derrière les drones et les stratégies, c'est l'âme d'un peuple qui s'est redressé. L'histoire du Burkina Faso, celle d'un prédateur patient devenu chasseur, ne fait que commencer. Pour comprendre comment cette métamorphose a été possible, il faut revenir sur les failles, les doutes et les choix cruciaux qui ont précédé ce tournant, car chaque victoire cache un prix et chaque réveil a ses ombres. À Koutougou, par exemple, le souvenir d'une garnison décimée reste vif. C'est pour ne plus revivre ce traumatisme que le pays a accepté de tout bouleverser. Pour la première fois, la nation entière s'est muée en armes vivantes. Dans chaque quartier de Ouagadougou, sur chaque piste rouge du Sahel, les voix résonnent d'une conviction inédite. Désormais, tout le pays fait front commun. Le fonds de soutien patriotique, alimenté par les dons des commerçants, des enseignants, des cultivateurs, gonfle chaque jour. Pièce après pièce, des milliers de petits gestes s'additionnent en un espoir colossal, impossible à ignorer. À Bobo-Dioulasso, des couturières cousent des uniformes pour les VDP. À Kaya, des lycéens organisent dans des collectes de cahiers pour les enfants déplacés. Mais l'élan dépasse la simple collecte d'argent. Des sacs de mil, des bidons de carburant, des troupeaux entiers de zébus affluent. Les familles les plus modestes offrent ce qu'elles peuvent, un pain, une poule, parfois la meilleure chèvre. Le symbole l'emporte sur la valeur marchande. Donner, c'est affirmer son appartenance. Dans les mosquées, les églises et même les cours de récréation, on parle de soutien à la patrie, comme d'un devoir sacré. La société entière bascule. Les écoles vides deviennent abris pour déplacés. Les salles de classe se transforment en quartiers généraux improvisés. Instituteurs, médecins, retraités, chacun trouve un nouveau rôle. Certains cuisinent pour les volontaires, d'autres réparent des radios ou rédigent des mots d'encouragement pour les soldats. À Waïgouya, une équipe de jeunes ingénieurs a même conçu un prototype de drone avec des pièces récupérées sur des motos hors d'usage. Dans cette effervescence, l'espoir remplace la résignation envers l'étranger. Pour la première fois depuis l'indépendance, les Burkinabés n'attendent plus de sauveurs venus d'ailleurs. Leur unité, forgée dans l'urgence et la douleur, devient la ressource la plus précieuse. On observe ici un phénomène similaire à celui vécu par la Corée du Sud après la guerre. La reconstruction prend racine dans la mobilisation populaire. La guerre brouille toute frontière entre soldats et citoyens. Être burkinabé, c'est désormais porter l'effort collectif, parfois au prix de sa propre stabilité, parfois de l'avenir de ses enfants. Beaucoup abandonnent leurs terres, sacrifiant la récolte d'une année entière. L'éducation et la santé sont réorganisées, suspendues parfois, pour que la survie du pays reste la priorité. Selon les chiffres de 2026, plus de 200 000 familles ont été déplacées. Mais la solidarité ne faiblit pas. Mais la douleur se mue en dignité. Chaque privation, chaque nuit loin de chez soi, redonne au mot ensemble un sens retrouvé. Le peuple découvre sa force. Courage, créativité, capacité à inventer des solutions là où tout manque. À Titao, par exemple, des femmes ont mis en place un jardin collectif pour nourrir les réfugiés et les combattants. Ce choix n'est pas sans péril. Sacrifier l'avenir civil, c'est risquer de ne jamais retrouver la paix sociale, ni reconstruire aussi rapidement qu'on s'est mobilisé.
Pourtant, une opportunité inédite s'ouvre. Reprendre collectivement la main sur son destin, forger une souveraineté qui ne s'achète pas mais se construit jour après jour dans la solidarité. Cela rappelle la reconstruction du Rwanda après 1994, où chaque colline fut rebâtie à main nue. Ce que personne n'avait imaginé, c'est la rapidité de cette transformation. Non seulement la société, mais aussi l'ordre politique et international vacillent sous cette énergie nouvelle. À peine 2 années plus tôt, personne n'aurait parié sur une telle résilience. Mais l'élan populaire réveille aussi des tensions inattendues. Certains, dans l'ombre, commencent à douter de la cohésion fragile qui soude le pays. Des rumeurs naissent, des divisions anciennes refont surface, entre citadins et ruraux, entre ethnies, entre anciens et jeunes. L'histoire montre que la mobilisation totale peut, à terme, user le lien social, comme ce fut le cas dans l'URSS des années 40. Quand un peuple choisit de reprendre son destin, la planète entière retient son souffle. À Ouagadougou, à peine le vacarme des armes s'apaise-t-il qu'un nouveau combat démarre, celui du pouvoir. Le capitaine Traoré, auréolé par ses victoires militaires, suspend les élections. Pour la première fois depuis l'indépendance, tous les leviers de l'État sont concentrés entre les mains d'un seul homme, au nom de l'urgence nationale. Pour beaucoup, cette mainmise est le prix à payer pour la sécurité. Mais d'autres sentent déjà planer le parfum âcre de la dictature. Cette tension rappelle le dilemme de la France en 1940, entre résistance et autoritarisme, sécurité et liberté. La souveraineté nouvelle dépasse la politique. L'armée, autrefois dépendante des parachutistes étrangers et du renseignement venu d'ailleurs, s'impose désormais autonome. Les réseaux de communication, jadis surveillés par Paris ou Washington, sont contrôlés depuis Ouagadougou. Logistique, approvisionnement, chaîne de commandement, tout devient burkinabé. Dans les villages, la fierté grandit. Nos drones, nos victoires. Dans certaines localités, même les cérémonies traditionnelles s'ouvrent désormais sur une minute de silence pour les VDP tombés au combat. Mais cette indépendance inquiète. À l'ouest, l'on dénonce un tournant autoritaire. Les chancelleries européennes haussent le ton, évoquant la fin de la démocratie et le retour du pouvoir militaire. Les médias parlent d'isolement, de rupture avec les partenaires traditionnels. Pourtant, sur place, la majorité assume « mieux vaut être critiqué et libre que protégé mais soumis ». Cette logique rappelle la position de la Turquie dans les années 2020, qui affirmait sa souveraineté malgré la pression occidentale. La vérité, c'est plus brutal encore. La guerre totale coûte cher. L'économie chancelle sous les charges militaires, les réserves de céréales s'amenuisent, le coût de la vie explose. Des centaines de milliers de déplacés fuient dans les zones de conflit. Les ONG, parfois expulsées, laissent des populations exsangues. L'État doit tout réinventer, de la distribution du pain à l'accueil des orphelins. Pour pallier l'absence d'approvisionnement classique, des comités de quartier s'organisent. À Pau, une coopérative de femmes a repris la fabrication du savon, vital pour l'hygiène des camps. Face à l'isolement, une nouvelle alliance surgit. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger créent l'Alliance des États du Sahel. Ensemble, ils déclarent « L'Afrique ne tend plus la main, elle se défend ». Cette coalition, inédite depuis la fin des empires coloniaux, envoie un signal brutal. La souveraineté africaine ne se marchande plus, elle s'impose. On assiste ici à une tentative de non-alignement moderne, inspirée par les conférences de Bandung et de Belgrade. Ce choix radical porte autant de risques que d'espoir. À force de durcir l'État, le pays pourrait s'enfermer dans une militarisation permanente, perdre son âme démocratique et s'isoler durablement. Mais c'est aussi la première fois qu'un peuple africain redéfinit sa place dans le monde, sans demander la permission de personne. À Bamako, à Niamey, des citoyens ordinaires suivent l'exemple burkinabé et réclament plus d'autonomie pour leur propre pays. Aujourd'hui, le Burkina Faso avance au bord du précipice. Renaissance ou perte de soi. Tout se joue dans cet équilibre fragile. On retrouve ici la même incertitude qu'en Israël en 1948, lorsque l'indépendance a coûté la guerre, mais offert la dignité. À cet instant charnière, la route reste incertaine, mais les regards convergent vers Ouagadougou, où se joue bien plus qu'un destin national. Dans les rues, les débats sont intenses. Faut-il continuer à sacrifier l'économie pour la sécurité ? Peut-on espérer une réconciliation nationale ? Des forums citoyens s'ouvrent dans les universités, des groupes de réflexion émergent sur les réseaux sociaux. Oubliez les vieux récits. La liberté ne s'achète pas, elle se construit et, parfois, elle coûte plus cher que prévu. La leçon, ici, est universelle. Le Burkina Faso est devenu, sous nos yeux, un laboratoire vivant de souveraineté.
Les leçons qui en émergent dépassent largement ces frontières. 3 piliers structurent dans cette expérience: une technologie adaptée, une unité populaire remarquable et un leadership prêt à affronter l'isolement. C'est un cas d'école pour tout acteur international, soucieux de comprendre la dynamique de la résilience. La technologie n'est pas un luxe réservé aux empires. Ici, des drones conçus localement, la communication directe entre soldats et civils et l'utilisation inventive des ressources du pays ont transformé une armée sous-équipée en force capable de surprendre l'ennemi. Pourtant, cette transformation serait vide sans la mobilisation du peuple. Les volontaires de la défense, les femmes qui soutiennent l'effort, les jeunes qui veulent enfin choisir leur avenir. Tout en haut, un chef, Ibrahim Traoré, dont la détermination fait naître la confiance même dans la nuit la plus noire. Ce modèle rappelle celui de l'Éthiopie lors de la bataille d'Adouwa, où la solidarité et l'ingéniosité avaient en triomphé de l'armement italien. Face au silence ou au mépris international, la force du Burkina Faso s'est construite sur le récit national. Les histoires de villages libérés, de routes rouvertes, de familles réunies sont devenues des symboles vivants. Ce récit partagé donne du sens à chaque sacrifice et soude la communauté plus que n'importe quelle arme. La radio nationale diffuse chaque semaine des témoignages de volontaires, de mères de soldats, d'anciens déplacés revenus chez eux, tissant ainsi une mémoire collective. Mais tout a un prix. Une identité forgée dans la guerre porte la fierté, mais aussi la douleur. Quand une nation se construit contre un ennemi, le risque est grand. La paix peut devenir suspecte, l'unité se fissurer une fois l'ennemi parti. L'histoire l'a montré, la guerre peut fédérer, mais elle peut aussi enfermer dans la peur ou entretenir la rancœur. Le Cambodge d'après 1975 en est un exemple tragique. Pourtant, l'exemple burkinabé lance un avertissement puissant à ceux qui croient que la souveraineté se quémande. Elle se conquiert, elle se prouve, elle se vit. Ni l'aide extérieure, ni l'approbation internationale ne font d'un pays un acteur libre. C'est la capacité à s'organiser, à croire en sa voie, à tenir bon malgré l'adversité qui fonde la liberté. En ce sens, le Burkina Faso rejoint les grandes pages de l'histoire mondiale. Ne pas apprendre de cette expérience, c'est risquer de répéter les erreurs de la dépendance et d'oublier que sécurité, démocratie et liberté commencent toujours au cœur du peuple. Les nations qui n'ont pas compris cela, comme la Grèce sous tutelle financière, ont vu leur souveraineté vaciller. Mais l'histoire du Burkina Faso ne s'arrête pas là. Ce laboratoire de souveraineté pose une question troublante. Que deviennent la cohésion et le rêve collectif lorsque l'orage passe? Peut-on passer de la mobilisation totale à la reconstruction sans sombrer dans la division? Ne détournez pas les yeux. Le silence c'est l'arme favorite des puissants. Rester indifférent, c'est laisser la mémoire collective être dictée par ceux qui préfèrent l'oubli à la vérité. Pour éviter cela, il faut documenter, raconter, débattre et transmettre aux générations futures ce que le peuple burkinabé a accompli. Ce qu'a accompli le Burkina Faso, loin des projecteurs et des analyses convenues, dépasse la chronique d'un simple conflit. C'est la preuve qu'un peuple qualifié trop longtemps de faible peut réécrire son destin par la solidarité, l'ingéniosité et la volonté. Comme les Sud-Africains à la fin de l'apartheid, les Burkinabés montrent que la dignité ne se négocie pas. Pendant de nombreuses années, la guerre au Sahel paraissait perdue d'avance. On affirmait que seule l'aide étrangère pouvait sauver la région. Pourtant, une nation rassemblée derrière une armée modernisée et un leadership assumé a montré que l'indépendance n'est pas une chimère. Les Burkinabés, unis, ont brisé le cercle vicieux de la peur et de la dépendance. À ce titre, ils sont devenus une source d'inspiration pour la jeunesse africaine qui rêve de souveraineté et d'innovation. Ce n'est pas qu'une victoire militaire, c'est une renaissance nationale, un réveil collectif qui force le respect. Chaque citoyen, chaque volontaire, chaque soldat a transformé la douleur en force, la résignation en espoir. En refusant d'attendre des solutions venues d'ailleurs, ils ont affirmé une souveraineté africaine digne et moderne. On pourrait comparer cette renaissance à celle du Japon après 1945, qui s'est reconstruit en misant sur l'éducation, la technologie et l'esprit communautaire. Face à ce bouleversement, le silence médiatique n'est pas un hasard. Il vise à préserver un ordre où l'Afrique resterait dépendante. Ignorer l'exemple burkinabé, c'est oublier ce que la solidarité et la créativité humaine rendent possible. C'est refuser de voir que le continent africain, longtemps regardé comme un terrain d'assistance, peut être un foyer d'innovation et de résilience. À vous qui regardez, cette histoire n'est ni lointaine ni étrangère.
Elle bouscule nos convictions sur la démocratie, la sécurité, la liberté. Face à l'arrogance des puissants, le réveil burkinabé rappelle que toute nation, même modeste, peut étonner le monde. Dans les écoles de Dakar, de Cotonou ou de Douala, le cas du Burkina Faso commence à être étudié comme un exemple de courage et d'organisation. Partagez cette vidéo. Refusez le silence. Tant que nous racontons ces histoires, nous refusons d'abandonner notre mémoire à ceux qui effacent les victoires populaires. Si cette renaissance burkinabé vous touche, prenez un instant pour y réfléchir. Que serions-nous prêts à sacrifier pour notre souveraineté ? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'oser réinventer nos modèles et défendre notre autonomie ? Il existe des moyens concrets pour soutenir une dynamique semblable. S'informer, débattre, créer des réseaux de solidarité, valoriser l'éducation civique et technologique, encourager l'innovation locale. Chaque initiative, si modeste soit-elle, compte. L'histoire du Burkina Faso montre qu'un simple don, une idée, une main tendue peut changer le destin d'un pays. Ne laissons pas l'histoire du Burkina Faso finir en note de bas de page. Elle tend un miroir à l'humanité entière. C'est la preuve qu'un peuple uni, armé de courage et d'innovation, peut changer le cours du monde. La prochaine fois que l'on vous dit qu'un État pauvre n'a pas d'avenir, souvenez-vous du grondement des drones burkinabés et de la lumière qu'ils ont fait naître dans la nuit.